Bien, mes chers collègues, je vous propose de nous installer. Je vous propose également, puisqu'il est 18h02 déjà, d'enchaîner avec l'appel. Rodolphe Amaillan, présent. Juliette Lecoulme. Sophie Bouvard est absente, a donné pouvoir à Charles Béchu en son absence. Thomas Delplace. Présent. Gisèle Coyac est absente, a donné pouvoir à Chantal Fontenot qui est là en son absence. Marc Elaudet. Lydie Nog. Christian Corbeau. Présent. Marie Sliwinski. Ça va mieux, Marie? Tant mieux. Patrice Garnier est absent, a donné pouvoir à Anthony Joussaume. Qui est là. Je l'ai vu, je savais que je l'avais vu. Damien Durleman a donné pouvoir à Rodolphe Amaillan. Céline Leblé, Luc Gadolet, Elsa Fallerin, Dorothée Bounel, Chantal Fontenot, Sophie Caillot, Rommel Rabergeau est absent, a donné pouvoir à Nathalie Massé, que j'ai vu aussi. Voilà. Tout le monde est bougé aujourd'hui, là. Hein? Je sais pas pourquoi on est serré comme des sardines, là. Et vous De là à dire qu'il y a un cordon sanitaire. En plus, comme le docteur Chirol n'est pas là. Bon. Du coup, je suis perdu. Eva Moreau. Jean-Michel Guitny. Angélique Tullièvre est absente. En son absence, a donné pouvoir à Juliette Lecoulme. Stéphane Parago. Nathalie Massé. Charles Béchu. Christine Somnolet arrive. Christine Somnolet. Parfait. Nicolas Van Kamerbeck. Donne pouvoir à Thomas Delplace en attendant, mais arrive. Alexandra Degré. Anthony Joussaume. Delphine Quatprou. Ça a marché une fois, ça pourrait marcher deux fois. Delphine Quatprou. Non. Bon, elle devrait arriver. Yvan Le Chevalier. Gilles Moxion est absent. Ah oui, en son absence, a donné pouvoir à Delphine Quatprou, donc ce serait bien qu'elle arrive. Jessie Robert. Jean-Marc Chirol est absent, a donné pouvoir à Jessie Robert en son absence. Gilles Dadoisy et Stéphane Caillot, qui constituent l'ensemble de notre assemblée délibérante, notre conseil municipal. Pour ce premier conseil de l'année, je désigne comme secrétaire de séance Céline Leblé et Luc Gadolet. Hop. Voilà. Bon, je suis ravi de vous accueillir pour ce premier conseil de l'année. Ravi et en même temps, vous l'avez vu, un conseil de début d'année et un conseil qui commence par quelques mots, parce que je ne pouvais imaginer commencer ce conseil sans parler de l'actualité et notamment de la mort le 9 février dernier de Robert Badinter. Robert Badinter, dont chacun a évidemment entendu parler depuis des décennies, évidemment, mais particulièrement dans ces derniers jours. Ancien garde des Sceaux, président du Conseil constitutionnel, parlementaire aguerri. Sa disparition, je le crois, a provoqué une émotion rare et assez rare pour dire qu'elle est parfaitement unanime. Voilà. Et je pense que la France a perdu un de ses grands hommes du XXe siècle, d'une génération élégante. La République a aussi perdu un de ses grands serviteurs, je le crois réellement. En rappelant qu'utiliser contre ces grands hommes du XXe... contre les terroristes la peine de mort, c'est pour une démocratie faire sienne les valeurs de ces derniers.
Robert Badinter avait eu cette phrase. Robert Badinter avait la voix de cette génération dont l'écho résonne pour l'éternité. Je crois que l'abolition de la peine de mort a été le combat de sa vie, comme le combat pour la vie était une ligne directrice de la sienne. Sa mort intervient 81 ans, jour pour jour quasiment, après la rafle de la rue Sainte-Catherine à Lyon, où son père fut arrêté avant d'être déporté. Lorsqu'il était garde des Sceaux, pendant l'instruction du procès du nazi Klaus Barbie, Robert Badinter avait reçu une enveloppe discrètement du président du tribunal de Lyon contenant l'ordre de déportation de son père signé de la main de ce même Klaus Barbie. Des années plus tard, il déclara la peine de mort avait été abolie. Barbie n'a pas été condamné à mort. Je crois que mon père aurait été fier de moi. Cette anecdote illustre sans doute l'héritage humaniste qui aura marqué son histoire personnelle, mais aussi l'histoire de la France. Ces prises de position, ces convictions profondes resteront dans notre mémoire collective. Elles dépassent bien évidemment celle de l'abolition de la peine de mort. Son intransigeance sur nos valeurs républicaines, sur la valeur de la vie humaine, continuera de nous inspirer. Au niveau local, nous rendons aussi hommage à Louis Gourbil, qui nous a quittés lui aussi lors du mois dernier. Ancien adjoint au maire de 1977 à 1978 et conseiller municipal jusqu'en 1983, Louis Gourbil était aussi directeur de l'hôpital Sèvres-et-Loire. On ne l'appelait pas exactement comme ça à l'époque, mais l'hôpital de Vertou de 1967 à 1978. C'est toujours par ce souvenir assez inspirant de nos aînés, de ceux qui ont exercé ces missions avant nous et pour lesquels nous devons respect, que nous puisons la force de continuer à nous engager, nous aussi, pour Vertou. Alors, mesdames, messieurs, je vous demande un peu solennellement de vous lever pour respecter ensemble une minute de silence pour leur rendre hommage à tous les deux. Je vous remercie. L'actualité française et vertavienne a aussi été marquée ces dernières semaines par le cri d'alarme et de détresse de nos agriculteurs. Vous avez sûrement remarqué qu'à Vertou, de nombreux panneaux d'entrée ont été retournés dans le cadre de l'opération Marche sur la tête. Et particulièrement, je voudrais dire que l'agriculture et Vertou ont une histoire commune sous toutes ses formes. L'agriculture a été une composante essentielle du territoire vertavien. Elle l'est encore dans sa dimension notamment économique. Et notre patrimoine agricole et viticole est d'une grande diversité. 24 exploitations, en tout cas 24 sièges d'exploitation. Je ne vous refais pas la carte de l'agriculture locale, mais cette agriculture locale, cette viticulture, elle a contribué à façonner nos paysages, à nous ancrer, nous enraciner même dans notre histoire. Elle a contribué à l'équilibre et à la richesse de notre ville. Et c'est aujourd'hui, je le dis par ricochet, l'agriculture locale qui se joue et par laquelle l'avenir de nos communes aussi se joue, l'avenir de la ruralité, l'avenir de ceux qui
nous nourrissent, cette agriculture nourricière. C'est pourquoi je veux réaffirmer ici, haut et fort, notre soutien actif et massif à nos agriculteurs. Ces femmes et ces hommes qui sont engagés quotidiennement, qui incarnent notre identité et notre patrimoine. Ils doivent être évidemment entendus dans leurs revendications, ils doivent être rémunérés dignement, ils doivent être libérés à l'instar sans doute aussi un peu des maires, libérés de l'inflation normative et de la bureaucratie infernale. Il doit être aussi justement défait de cette concurrence déloyale, souvent internationale, qui est insupportable parce que portée par des pays qui ont des normes environnementales et sanitaires qui n'est pas à la hauteur des enjeux du monde et qui est surtout inférieure à nos enjeux environnementaux français. L'agriculture française, comparée à l'agriculture du monde, est l'agriculture la plus durable de l'ensemble du monde entier, et je crois que nous devons le redire. L'agriculture est aussi une activité économique permettant à la France d'aller vers plus de souveraineté et de sécurité alimentaire. Et puis l'agriculture, c'est aussi une fierté nationale. C'est aussi dire un peu qui nous sommes. Elle doit le rester. Et pour cela, il est grand temps que chaque échelon local et national prenne ses responsabilités pour accompagner l'agriculture de la manière la plus pragmatique, la plus concrète et aussi la meilleure qui soit. Alors, en regardant évidemment Céline Leblé, puisque à Vertou, notre plan d'action est mis en œuvre, notre plan d'action Agricultivons est mis en œuvre notamment par Céline Leblé et l'ensemble des équipes. Le projet alimentaire de cuisine centrale, je regarde Anthony Joussaume, permettront, c'est au moins ces deux projets, de continuer à nous inscrire dans ce temps long pour le maintien et le développement de filières d'une agriculture saine et durable sur Vertou. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction de ce conseil. Je le disais, un petit conseil, mais un conseil important parce que nous allons parler environnement, nous allons parler innovation, nous allons parler rénovation, nous allons parler d'un certain nombre de délibérations que nous allons prendre aujourd'hui, mais qui vont donner et produire des effets pour longtemps. Et donc je suis ravi d'introduire ce conseil municipal. Mais avant de commencer ce conseil, justement, parlons un peu de l'ancien. Je dois vous faire approuver le compte-rendu de la séance du 14 décembre dernier, en vous demandant s'il y a des choses, des remarques, des questions, et puis après je passerai au vote. Pas de remarques particulières, pas de questions sur le compte-rendu. Je peux passer à l'approbation. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie, c'est donc adopté. Nous avons également quelques informations à vous livrer. La première, c'est comme habituellement la liste des marchés passés depuis le dernier conseil municipal. Vous y verrez beaucoup de travaux puisque l'année 2024 est une année exceptionnelle en montant d'investissement et donc ça se traduit par nombre de marchés passés. Vous y verrez aussi des appels d'offres pour la fourniture alimentaire, de denrées alimentaires et de plats, les entretiens des espaces verts, et puis quelques transports collectifs pour la ville de Vertou. Monsieur le Chevalier, vous avez une question sur les informations? Oui. Je vous en prie. En lisant donc, la liste des marchés, donc, nous avons remarqué une réservation de berceaux en crèche pour les enfants vertaviens, Oui. pour un montant de 160 000 €. Donc c'était pour qu'on nous explique en quoi ça consiste, quelle durée, quel nombre de berceaux, enfin voilà, voir quelques précisions
Alors, je crois que c'est passé en commission, monsieur le Chevalier. Patrice Garnier n'est pas là, mais je forme la directive qui puisse vous expliquer tout ça. Je crois que c'est passé en commission. Je me demande même s'il n'y a pas une délibération de principe sur la réservation en crèche, et c'est quelque chose qu'on fait avec d'autres prestataires. On a notamment Elena, je crois, Noblage, où nous avons des berceaux, et puis on doit avoir aussi Bébé Explorateur, sous réserve sous réserve des précisions qui pourront être apportées en commission, mais sans problème, évidemment. C'est quelque chose que nous faisons régulièrement. Ça nous permet d'afficher, et vous me permettez de le dire, un taux de proposition assez impressionnant pour la petite enfance. Ce qui nous faisait d'ailleurs, ça me fait penser à ça, ce qui nous faisait d'ailleurs être bien noté dans un classement des villes. Alors c'est un peu un anglicisme, mais dans les villes kids friendly. Merci. Validé par Marie Slewinski. Dans ce classement des villes qui étaient donc accueillantes pour les enfants, et assez bien placées, comme un certain nombre d'ailleurs de villes du 44, mais qui est un classement national. Voilà, et puis je renvoie à la délibération qui a autorisé ces principes, et puis on vous fera un petit point sur exactement le nombre de places et l'amplitude horaire, parce que vous savez qu'il y a un nombre de places, mais parfois ça génère beaucoup plus de places, puisque il peut y avoir sur une même place plusieurs enfants. C'est un peu technique, mais je charge Patrice Garnier, qui est absent aujourd'hui, de vous transmettre toutes les informations. Délibération numéro 2, la cession de biens mobiliers pour un chariot élévateur. Voilà, des frais juridiques comme vous en avez désormais l'habitude, et puis des tarifs communaux liés à l'inflation en information numéro 4. Voilà, je vous propose donc de passer à la première délibération, en souhaitant évidemment à Thomas Delplace un très bon anniversaire, puisque c'est un jour important pour lui. Et donc, mon cher Thomas, tu fêtes ton anniversaire avec deux très belles délibérations, mais une première particulièrement, je sais, qui te tient à cœur. Eh oui, merci beaucoup, monsieur le maire. 20 ans aujourd'hui. À peine. À peine. La transition énergétique est au cœur des préoccupations contemporaines, mais aussi de notre plan stratégique pour la ville de Vertou. Pour limiter les impacts sur notre environnement, il convient de décarboner l'énergie. Pour mémoire, à ce jour, en France, environ 66% de l'énergie est carbonée. Le président de la République a fixé pour ambition d'arriver à 0% d'énergie fossile en 2050. Ambitieux, certes, mais cela ne permettra même pas de respecter les engagements de la France à la COP 21. Le maintien sous la hausse des plus 1,5% est 1,5 degré, est un lointain souvenir. À Vertou, nous agissons. Électrification de la flotte de véhicules, décision de porter à 30% l'énergie consommée d'origine renouvelable, chauffage au bois pour les nouveaux bâtiments, plan au pluriel de sobriété, utilisation de matériaux biosourcés, isolation importante des bâtiments. Nous agissons et nous continuerons. Cela passe aussi par une formation des élus et des agents, dont la première session aura lieu le 20 février prochain, et je nous y espère nombreux. En effet, Robert Badinter ne disait-il pas la vraie noblesse est celle du savoir. Pour atteindre la neutralité carbone, outre les indispensables économies d'énergie, il convient d'accélérer le développement des énergies renouvelables. Cette transition est également au cœur des Vertaviennes et des Vertaviens. En effet, l'accélération des ENR vertaviens est déjà une réalité. D'une quinzaine de dossiers de création de centrales photovoltaïques en toiture en 2020, le service urbanisme a accordé 120 autorisations en 2023
et une quinzaine déjà depuis le début de 2024. La loi APER, Accélération pour la programmation des énergies renouvelables, adoptée en mars 2023 et dont nous fêterons l'anniversaire sous peu, se positionne comme un catalyseur majeur dans cette démarche. Au cœur de cette dynamique, la création d'un zonage spécifique par les communes dédiées aux énergies renouvelables s'impose comme une mesure stratégique. Ce zonage permet d'identifier les zones plus propices au développement d'installations renouvelables, prenant en compte les caractéristiques géographiques, climatiques et énergétiques. Un groupe de travail a établi, par solution technique, le zonage d'accélération des projets pour le territoire vertavien. Ainsi, dans chaque zone, les démarches administratives seront plus rapides, quasi automatiques, et en dehors de ces zones, les projets restent possibles, mais avec une étude spécifique qui demeurera la règle. Lors de la commission du 7 février, l'ensemble des cartographies a été présenté et elles vous sont présentées actuellement. Et ces cartographies seront bien évidemment jointes au dossier de concertation. Car oui, nous allons lancer une consultation publique sur ce zonage. Les modalités pratiques de cette concertation sont l'objet de la présente délibération. Le dossier de concertation sera donc consultable en mairie et sur Internet du lundi 26 février 9h au dimanche 17 mars minuit, et les personnes intéressées pourront déposer leur avis dans les registres ad hoc. Le bilan de cette concertation sera étudié en commission territoire, puis objet d'une délibération au prochain conseil municipal. Le préfet sera ensuite saisi de la cartographie proposée et il pourra alors la valider pour une durée de 5 ans. Notre volonté politique, nos actions, la combinaison du déploiement de la loi APER via la création d'un zonage spécifique et de la concertation publique forment un ensemble cohérent pour accélérer la transition vers un avenir énergétique plus durable. Ces mesures marquent l'accélération du développement d'une ère où les énergies renouvelables jouent un rôle central dans la construction d'un avenir énergétique résilient et respectueux de l'environnement. Monsieur le maire, je vous remercie. Merci. Et donc, c'est bien les modalités de l'enquête que nous vous proposons ce soir et que vous voyez affichées derrière moi. Y a-t-il sur cette délibération des questions, des remarques, des prises de parole? Je vous en prie, monsieur le chevalier. Je tiens d'abord à saluer le travail remarquable effectué par les services de la mairie dans l'analyse du territoire et dans la définition des zones pour favoriser les énergies renouvelables sur le territoire. La ville devient acteur de la transition énergétique et je vous en remercie pour la planète. La loi APER arrive un peu tard, alors que les travaux du groupe scolaire Simone Veil battent leur plein. Comme dit à plusieurs reprises, je regrette sincèrement que le projet n'intègre pas de panneaux photovoltaïques en toiture. Et pourtant, quand on voit les photos du futur équipement, la part de toiture bien orientée aurait mérité un tel projet. Mais il n'est jamais trop tard. La réduction des gaz à effet de serre et la limitation de la hausse de température est notre défi majeur. Mais contrairement au fantasme présidentiel, l'atteinte des objectifs à horizon 2050 ne passe pas par la relance du nucléaire, qui, même s'il est neutre en carbone, n'est en rien une énergie renouvelable. Et en plus, la mise en œuvre de ce plan de relance arrivera trop tard, au mieux dans 10 ans. C'est maintenant qu'il faut agir en favorisant et réalisant un maximum de projets. Et c'est bien l'enjeu de ce travail effectué par les services. La mise en place de ces zones va faciliter le déploiement de ces énergies. Le retard de la commune en la matière est énorme. 7% d'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie finale, alors qu'à l'échelle nationale, la part est de 19%. Alors au-delà d'accélérer la mise en œuvre de tels projets privés sur la commune, je continuerai de vous pousser à vous saisir de la question et de donner de la couleur au budget actuel du solaire photovoltaïque, ridicule vu la surface exploitée. Alors allons plus loin, portons l'ambition d'atteindre les objectifs à horizon 2050 en montrant l'exemple. Exploitons les potentiels des bâtiments communaux, les écoles, les équipements sportifs, les parkings publics, les locaux du CTM, le bâtiment de l'hôtel de ville, lui aussi en pleine rénovation. Et pourquoi pas des ombrières sur une partie de nos 3 cimetières, à l'image de ceux qui se lancent en Brière. Enfin, sur la consultation, objet de cette délibération, nous invitons tous les citoyens à se saisir de la question et à s'exprimer sur la question pour que le développement des énergies renouvelables s'amplifie vraiment sur notre territoire. Je vous remercie. Merci
beaucoup. Thomas, pour des précisions éventuellement ? Oui, le nucléaire n'est pas une énergie renouvelable, mais c'est une énergie décarbonée. Et il n'y a pas de projet nucléaire sur le territoire de Vertou. Pas encore. Non, pas Pas à ma du connaissance, tout, en tout cas. Pas du tout. Non, exploiter sur les bâtiments communaux, on va y venir. On en parle dans la prochaine délibération. Donc, je vous remercie de nous faire une superbe transition. Et oui, c'est un combat de tous les jours de développer les énergies renouvelables. Il faut aussi pouvoir mobiliser des moyens. C'est aussi des investissements lourds pour la commune. Et donc, il faut... je regarde mon ami Christian, mais on va y arriver. Et on va peut-être, pourquoi pas, être appelé à développer des systèmes intelligents ou innovants, là encore. Moi, je crois beaucoup, alors on peut avoir un écart là-dessus, mais je crois beaucoup à l'écologie par l'innovation. Je pense qu'on est... on n'est pas encore au début de tout ce qu'on peut faire. Le progrès a forcément amené son lot de progression justement sur les volets environnementaux. Il a été parfois aussi source de désastres, hein, il faut le dire, et de perturbations. Mais il est aussi, ce progrès et cette croissance, un développement infini de nos connaissances, de nos améliorations permanentes. C'est ça aussi le progrès. Et je crois qu'on a beaucoup à jouer sur ce progrès pour faire de notre ville une ville durable comme elle l'est par sa nature. On le voit, 66% d'éléments naturels. Et donc, on a à pousser les curseurs sur cette question-là. On a été une des premières villes à passer au tout électrique. Tout n'est pas parfait, évidemment, parce que on a à traiter aussi des intervalles. Et vous le savez, évidemment, mais je crois qu'on est sur le chemin, un chemin qui va de la sobriété jusqu'au progrès qui permettra de développer vraiment cette transition autour de l'écologie. Ça passe aussi par des modifications juridiques, législatives, réglementaires. Et c'est exactement l'objet ici. Et si ça peut inspirer l'ensemble de nos concitoyens, ben moi j'en suis ravi. Et puis pour pas vous laisser sur une note amère ou négative sur les bâtiments, la nouvelle cuisine centrale disposera, elle, de panneaux. Vous l'aviez oublié, donc je me permets juste de la citer. J'imagine que c'était pas à raison que vous l'ayez oublié. Et donc cette cuisine centrale disposera évidemment de panneaux photovoltaïques, mais pas seulement. Bien d'autres dispositifs qui favorisent l'environnement et qui sont possibles grâce à ce qu'on connaît de nouveau autour du progrès technique et technologique. Et je crois que nous ne sommes qu'au début et tant mieux. Y a-t-il sur cette délibération des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie. C'est donc adopté. Thomas Delplace toujours pour la deuxième délibération autour de l'hôtel de ville et de sa rénovation. Et oui, monsieur le maire, mes chers collègues, la cohérence de nos actions découle inévitablement et inéluctablement de notre volonté politique et du plan stratégique établi. Je vous parlerai donc à nouveau de transition énergétique qui demeure une priorité incontournable. Dans cette perspective, au-delà de favoriser la production d'énergie, l'économie d'énergie et la sobriété énergétique représentent des objectifs fondamentaux. La rénovation d'hôtels de ville répond au double enjeu. Responsabilité environnementale, mais aussi modernisation indispensable pour offrir des conditions de travail à la hauteur de nos ambitions à celles et ceux qui font le service public vertavien. Alors oui, après les offices de restauration, nous avons décidé de moderniser l'hôtel de ville. Un bâtiment qui, en dehors de sa fonction d'accueil du public et de cette salle, n'a pas bénéficié de travaux techniques significatifs depuis sa construction au milieu des années 70. Cette situation entraîne un inconfort notable, tant en hiver qu'en été, ainsi qu'une consommation énergétique excessive. De plus, certaines technologies utilisées sont aujourd'hui obsolètes. Face à ces défis, il est impératif d'engager des actions concrètes pour moderniser et rendre plus confortable et efficiente sur le plan énergétique
la structure de l'hôtel de ville. Cela passera par la mise en place d'une isolation thermique totale du bâtiment, la réfection des couvertures en ardoise, un remplacement de toutes les huisseries, une modernisation des armoires électriques, un éclairage LED complet, le désavantage total du bâtiment, l'adjonction de systèmes de ventilation efficients, et ainsi de suite. De telles mesures, non seulement contribueront à réduire notre empreinte environnementale, mais aussi à améliorer les conditions de travail des agents, le confort des visiteurs, voire même des élus. Témoin de la cohérence de notre action, le projet prévoit aussi l'étude d'implantation de panneaux solaires photovoltaïques. La cible énergétique est simple, c'était la même pour les offices de restauration, hors éventuelle production d'énergie renouvelable. Le bâtiment consommera 60% d'énergie en moins, et ce, dès 2025, soit avec 25 ans sur nos obligations légales. En outre, une modernisation technique, 2 secteurs de l'hôtel de ville seront réaménagés pour suivre l'évolution des besoins des services. L'ensemble des plans en vue ont été présentés aux agents et en commission territoire le 7 février dernier. La présente délibération vous demande d'approuver le programme d'optimisation énergétique de l'hôtel de ville, de fixer l'enveloppe budgétaire à 3,8 millions d'euros, mais aussi, voire surtout, n'est-ce pas Christian, d'autoriser Monsieur le maire et ses représentants à solliciter toutes les subventions possibles. En alignement de nos efforts sur les objectifs définis dans notre plan stratégique en matière de transition énergétique, d'amélioration des conditions de travail de nos agents nécessaires pour répondre à l'exigence demandée dans la qualité des mises en œuvre de la politique publique, nous pouvons assurer une cohérence dans nos actions et œuvrer ensemble vers un avenir plus durable, plus économe en énergie, et nous libérer des marges de manœuvre pour demain. Benjamin Franklin disait que l'humanité se divise en 3 catégories. Ceux qui ne peuvent pas bouger, ceux qui peuvent bouger et ceux qui bougent. Assurément, monsieur le maire, nous faisons partie de ceux qui bougent. Je vous remercie. Je crois même qu'on accélère, mon cher Thomas. Est-ce qu'il y a sur cette belle délibération qui vraiment, je crois, est plus qu'une rénovation, mais un symbole, est-ce qu'il y a des questions? Monsieur le Chevalier. Donc, ce projet de rénovation technique et énergétique s'inscrit dans votre politique volontariste de développement durable et de sobriété énergétique. Nous avons déjà parlé à plusieurs reprises de la réduction des consommations électriques par le passage des éclairages au tout LED ou par la réduction des plages nocturnes d'éclairage de la voirie. Mais ce projet marque un tournant de votre politique. Nous ne sommes plus sur la politique des petits pas, mais bien sur un projet ambitieux. Rénover un bâtiment utilisé à plein temps par les agents est complexe, mais très pertinent. Complexe car la rénovation se fera avec le personnel présent sur place. Il y aura malheureusement des désagréments pour les agents. À vous de trouver la meilleure façon d'organiser le chantier pour limiter les impacts. Pertinent car ces locaux sont occupés toute l'année, y compris l'été, dont les pics de chaleur s'amplifient d'année en année. On sait aussi que les conditions d'usage de ces locaux, datant de 1975, sont aussi difficiles l'hiver. Après une telle rénovation, je suis convaincu que la qualité de travail des agents va encore augmenter. Pour faire suite à la délibération précédente, nous souhaitons que la possibilité des panneaux photovoltaïques se concrétise, bien évidemment. Nous serons également attentifs à ce que d'autres projets d'ampleur se mettent en place rapidement. Ainsi, pour comprendre et identifier les opportunités à venir, serait-il possible d'avoir accès au schéma directeur immobilier énergie réalisé en 2022, qui ne me semble pas avoir été présenté en commission. Nous voterons bien évidemment pour cette opération de rénovation, mais aussi pour vous permettre de solliciter des subventions auprès des partenaires publics et privés. Je vous remercie. Je vous remercie aussi de la validation du programme et de la méthode sur cette rénovation de l'hôtel de ville qui, je le disais, est plus un symbole est aussi un symbole, en plus du nombre de mètres carrés rénovés qui participeront évidemment à tout ce que vous avez dit sur la rénovation thermique, sur l'ensemble de l'image
de l'étude qui avait été faite en 2022. On verra comment effectivement on peut la présenter en commission avec cette prévention qui est celle des choses qui sont mouvantes et évidemment des normes qui changent et qui bouleversent un peu les choses avec aussi une stabilité qu'on appelle de nos voeux en termes de normes thermiques, de normes d'accessibilité. Ça vaut aussi pour l'accessibilité, pour permettre évidemment à la ville de programmer ces investissements qui sont de très lourds investissements. De mémoire, plus de 28 ou 30 millions d'euros à date. Donc vous imaginez bien la difficulté de les produire sur un ou même 2 mandats. Et donc on verra comment on peut présenter ça de manière lisible, synthétique et compréhensible pour tout le monde. Monsieur Robert ? Merci, monsieur le maire. Également, à notre tour, de saluer cette action concrète, de mon point de vue, qui est d'ailleurs pas un symbole. On est vraiment ici sur une combinaison entre l'amélioration du confort des usagers, des services, des élus et de tous les usagers qui, effectivement, viennent sur notre mairie, mais également, effectivement, une réduction énergétique. Monsieur Delplace en a parlé. La décarbonation, c'est un défi, c'est un marqueur de l'État qui redescend sur les collectivités locales. Mais décarboner, c'est une chose. Réduire les consommations énergétiques, je pense que c'est effectivement quelque chose d'important à mettre en œuvre. On le rappelait depuis un moment, les questions des passoires thermiques sur notre commune. Reste la question de la salle Sèvres-Maine, qui sera vue certainement un peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, là, moi, je suis là avant tout pour saluer cette démarche. Et j'allais dire, puisque j'ai le pouvoir de Jean-Marc Chirol ce soir, de voter dès demain. Bien, je vous propose c'est bon pour toi, Thomas, de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, des votes pour? C'est pour que vous puissiez voter dès demain, monsieur Robert. Je vous remercie, c'est donc adopté. En l'absence de Sophie Bouvard, je vais me permettre de présenter ces 2 délibérations qui sont des délibérations un peu spécifiques. Et avant tout remercier Thomas pour son engagement aussi sur les 2 premières délibérations, mais là aussi qui ne sont que le haut de l'iceberg de l'ensemble de ce que Thomas Delplace engage comme énergie autour de sa délégation. Je voudrais particulièrement l'en remercier ce soir, puisque les délibérations d'ampleur que tu nous as présentées me permettent de le faire. Je vous disais, présenter à la place de Sophie Bouvard, d'abord, c'est pas très simple, mais vous me permettrez cette petite introduction parce que ce sont des délibérations qui sont ou qui ont été par le passé assez rares et qui sont par nature très juridiques, très techniques, de l'incorporation dans le domaine communal de biens sans mètres. Alors, il existe 2 catégories de biens sans mètres. Et on va voir les 2 ce soir, en plus. Je ne sais pas si on a de la chance, mais en tout cas, ça va nous permettre d'être le plus pédagogue possible. Il y a 2 catégories de biens sans mètres. La première catégorie qui fera la délibération numéro 4, c'est les biens immobiliers faisant partie d'une succession ouverte depuis plus de 30 ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté, ou en tout cas n'ayant pas accepté la succession expressément ou tacitement pendant cette période. Donc ça, c'est une partie des biens sans mètres. La deuxième partie des biens sans mètres, celle qu'on va voir dans la délibération 2-3 pour les 2 parcelles qui vous sont présentées, ce sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaires connus. Les propriétaires se sont perdus dans l'histoire dans l'histoire de la commune et on n'arrive pas à refiler ces propriétaires. Et pour lesquels aussi, c'est une deuxième condition, les conditions sont d'ailleurs cumulatives, pour lesquels les taxes foncières n'ont pas été acquittées depuis au moins 3 ans. Voilà. Et c'est exactement l'idée de cette délibération qui
pour 2 parcelles, un chemin des Baujas et au Prouzeau sur les parcelles DN 188 et AB 441. Peut-être avons-nous d'ailleurs, si on appuie sur un bouton, un plan. Mais oui, c'est magique. C'est exactement le cas pour ces 2 parcelles que vous voyez. Alors, vous en voyez une ici, et puis vous avez la suivante, je pense, juste après. Voilà. Donc, une à Beautour et une à la Barbinière. Cette procédure nous est permise par aussi la modification d'une loi qui a eu lieu en 2022 et qui effectivement nous permet d'incorporer dans le domaine privé de la commune ces 2 biens. Dans le cadre de la procédure, puisque la procédure est très réglementée, dans le cadre de la procédure, un arrêté municipal a été pris en date du 10 février 2023 relatif à la présomption du bien sans maître de ces deux parcelles, et le propriétaire de chacune de ces 2 parcelles ne s'étant pas fait connaître. Et donc là, je reprends bien les 2 conditions. La taxe foncière n'ayant pas été payée depuis 3 ans au moins sur ces parcelles, la commune peut, par délibération du conseil municipal, incorporer ces parcelles dans son domaine. Donc ce que je vous propose ce soir, c'est d'incorporer ces parcelles, vu les visas juridiques et administratifs précités, donc d'incorporer exactement la parcelle DN 188 d'une contenance de 115 m² et la parcelle AB 441 d'une contenance de 195 m². Je précise que cette incorporation sera constatée par un arrêté municipal et ensuite incorporée directement dans le domaine de la commune. Voilà pour cette délibération et pour ce temps de pédagogie pour ceux qui n'étaient pas à la commission territoire. Y a-t-il des questions sur cette incorporation de biens sans maître? C'est bon pour tout le monde? Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie, c'est donc adopté. Et donc, pour parfaire notre connaissance des biens sans maître, Sophie Bouvard nous a trouvé 2 parcelles, non je plaisante, 2 parcelles supplémentaires, la DZ3 et la DZ23, qui, elles, ouvrent la possibilité, parce que les biens immobiliers font partie d'une succession ouverte depuis plus de 30 ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté, nous permettent d'envisager l'incorporation dans le domaine de la commune de ce bien. Un arrêté municipal a été lui aussi pris en février de 2023 pour présumer sans maître les 2 parcelles que vous voyez là. La 23, alors on ne voit pas la DZ, si la DZ3, voilà celle-ci. Enfin, je dis celle-ci, mais la rouge, oui, voilà, c'est ça, le long de la Sèvre. Voilà. Alors je résiste pas à vous livrer les noms. La DZ3 est au Pré du Four, voilà, pour 1023 m². Et la seconde, celle qu'on a vue avant, est au Grand Grain. Si Monsieur David, vous avez la gentillesse au Grand Grain, voilà, chemin des Bas-Prés, bah oui, voilà, évidemment tout le monde connaît ça. Et donc, il est proposé, vu les articles et les visas juridiques et administratifs précités, de considérer qu'aucun propriétaire n'a fait valoir ses droits, ni revendiqué la propriété des biens objet de la présente délibération. Et je vous propose d'incorporer donc dans le domaine privé de la commune la parcelle DZ3 et DZ23, respectivement de 1023 m² et de 591 m².
Y a-t-il des questions sur cette incorporation dans le domaine communal? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie pour ces délibérations. Je passe la parole pour la délibération 5, en l'absence de Patrice Garnier, à Juliette Lecoulme, qui nous présente les conventions parentalité. Merci, monsieur le maire. Donc, c'est une délibération qui s'inscrit dans notre démarche de soutien à la parentalité, axe prioritaire du plan d'action Grandir ensemble. J'allais dire bien vieillir, je regarde Sophie. Et du plan stratégique de la ville 2020-2026. L'accompagnement à la parentalité vise à conforter et à soutenir les parents dans leur rôle éducatif et à faciliter leur implication autour des questions d'éducation. Pour mémoire, les rencontres de la parentalité, ce sont des rendez-vous proposés tout au long de l'année et destinés aux familles, aux parents, aux grands-parents, aux futurs parents. Et ces rencontres visent 4 objectifs. Permettre des temps et des espaces d'échange, de rencontres entre parents et aussi de prévention. Lutter contre l'isolement des parents. Encourager la réflexion et le débat sur les questions d'éducation. Et favoriser des moments de plaisir partagés entre parents et enfants. Il s'agit, dans le cadre de ces délibérations, aujourd'hui, de vous proposer la programmation retenue pour 2024 et 2025. Alors, plutôt que de vous lire in extenso la délibération et de vous lister l'ensemble des actions qui sont proposées, il y a 30 actions, dont 21 nouvelles, permettez-moi plutôt de vous parler davantage de la méthode avec laquelle nous aboutissons à cette programmation, une méthode qui est participative, inédite et remarquable, qui a permis de construire une programmation adaptée aux attentes et aux besoins exprimés. En effet, souhaitant réinterroger tant la forme que le fond de ces rencontres, la ville a consulté l'ensemble des parties prenantes, des parties concernées, les parents bien sûr, mais également les professionnels en lien avec les familles, de manière à pouvoir atteindre des publics peut-être moins visibles grâce aux professionnels, et de manière à ce que chacun d'entre eux puisse participer à la coécriture du nouvel appel à projet pour la période 2024-2025. C'est ainsi que s'est ouverte en octobre 2023 une enquête sur la plateforme participative de la ville jeparticipe.vertou.fr à destination des familles et qu'un questionnaire a été adressé à l'ensemble des professionnels. Un franc succès pour cette consultation qui a permis de recueillir 150 réponses des parents, 95 réponses de professionnels. Ces retours ont permis de retenir les attentes suivantes. D'abord, sur le format des rencontres, une attente majoritaire pour des temps d'échange en présentiel accompagnés d'un professeur, type atelier ou conférence, et bien sûr des attentes sur les thématiques souhaitées. Et se distinguent aujourd'hui 4 axes majoritaires, prioritaires, qui constituent donc l'ensemble de ces rendez-vous. Et c'est donc ainsi que les rencontres de la parentalité s'articulent autour de 4 thématiques majeures. Prévenir l'épuisement parental, premier axe. Poser un cadre éducatif et déterminer la place des écrans. Renforcer la confiance en soi de l'enfant et de l'adolescent. Et enfin, les relations intrafamiliales. Et donc, il vous est demandé, mes chers collègues, d'approuver la programmation des rencontres de la parentalité pour 2024. Merci. Merci. Sur cette délibération, y a-t-il des questions, des remarques? Je t'en prie. Juste, vous allez bientôt pouvoir être destinataire de cette brochure qui reprend l'ensemble des rencontres de la parentalité. Voilà, ça arrive bientôt. Je vais la montrer devant la caméra même. Tu vois. Voilà. Très bien. Merci. Y a-t-il sur cette délibération des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. C'est donc adopté. Juliette Lecoulme, toujours, pour la convention de mise à disposition d'un outil partagé d'agenda participatif avec Nantes Métropole. Merci, monsieur le maire. Donc, cette délibération, elle se situe au carrefour de plusieurs enjeux, tels que l'efficience de Nantes Métropole et de la coopération intercommunale,
la facilitation des usages numériques ou encore l'accès à l'information. Alors, il s'agit en effet de mettre à profit la coopération intercommunale métropolitaine en s'emparant d'un outil métropolitain mutualisé au service des 24 communes et notamment d'un outil en ligne d'agenda participatif. Alors concrètement, c'est quoi ? C'est un agenda. Cet agenda participatif est à la main des services de l'ensemble des communes adhérentes qui vont alimenter l'agenda des informations qu'elles souhaitent partager, des événements de toute nature, des informations pratiques. Et cet agenda, ensuite, sera accessible, bien sûr, pour chaque habitant de la métropole sur plusieurs supports de diffusion. Les sites des communes, les sites de la métropole, l'application Nantes Métropole dans ma poche. Voilà, donc cet agenda mutualisé entre les communes et la métropole va ainsi faciliter, la diffusion d'informations métropolitaines sur plusieurs supports de diffusion, avec une facilité d'export des données, puisqu'en fait, en une seule contribution, l'information se diffuse sur plusieurs canaux de diffusion, et l'accès à ces informations pour chaque habitant de la métropole, d'un point de vue vertavo-vertavien, si je puis m'exprimer ainsi. Il s'agit à la fois de faire rayonner notre territoire et sa dynamique à l'échelle métropolitaine par la diffusion d'informations et de permettre aux Vertaviens d'accéder dans le même temps de manière facilitée à l'offre événementielle des autres communes et ou de la métropole. Voilà. Alors, cette délibération, je termine. Voilà, vous avez la convention qui vise à préciser les conditions de mise à disposition de cet outil. Il est prévu une mise à disposition gracieuse pour une durée d'1 an pour nous permettre d'évaluer l'intérêt et la pertinence de cet outil. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions sur cet agenda partagé, participatif, mutualisé on peut... C'est bon pour tout le monde. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. C'est donc... adopté. Merci Juliette Lecoulme. Je passe la parole à Christian Corbeau pour l'octroi de garantie à France Locale. Merci Monsieur le L'agence maire. France Locale, pardon. Christian. Voilà, donc juste pour rappel, le groupe Agence France Locale a pour objet de participer au financement des collectivités territoriales. Et pour en bénéficier, il convient d'être membre. Et la commune de Vertou a délibéré il y a quelques années, c'était en 2017, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir cette qualité d'adhérent. Néanmoins, pour pouvoir prétendre à un financement, outre le fait d'être membre, c'est conditionné à l'octroi d'une garantie autonome à première demande au bénéfice de certains créanciers de l'Agence France Locale. Et le Conseil doit délibérer chaque année pour autoriser Monsieur le maire à signer les engagements de garantie. Et pour info, le montant maximal de la garantie pouvant être consenti pour l'année 2024 est égal au montant maximal des emprunts que la commune de Vertou est autorisée à souscrire pendant l'année 2024. Et à ce jour, nous n'avons pas sollicité de prêt auprès donc de l'agence France Locale. Merci. C'est une délibération annuelle, donc on a l'habitude de passer. Des questions, des abstentions, des oppositions. Je vous remercie, c'est donc adopté. Christian Corbeau, toujours sur la désaffectation et la vente de véhicules. Là aussi, une délibération habituelle. En lien avec les propos de M. Thomas Delplace, donc effectivement, c'est en lien avec le verdissement de la flotte. Nous avons vendu un véhicule et à partir du moment où nous vendons ce véhicule, il appartient au Conseil de délibérer pour la désaffectation et la radiation de l'actif du véhicule, tout simplement. Donc, nous sommes sollicités pour cette opération. Alors là, d'habitude, ça passe en information, mais il a tellement été bien vendu, ce véhicule, que ça dépasse le mandat que vous m'aviez donné en début à hauteur de 4 600. Donc là, nous l'avons vendu 5 860 €. Voilà. Donc un Fiat Scudo. Très bien. Je ne sais même pas combien il y a de kilomètres, mais enfin, ça me paraît... Même pas la couleur, rien. Rien. Bon.
En tout cas, ce qu'on sait maintenant, c'est qu'on l'a remplacé par un véhicule à l'énergie décarbonée. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. C'est donc adopté. Hop là, pardon. Alors, en l'absence de Gisèle Coyac, qui nous regarde, je le sais, derrière son écran, et à qui que je salue. Voilà. Je passe la parole à Christian Corbeau qui nous présente la mise à jour du tableau des emplois. Attention parce que Gisèle Coyac te regarde, Christian. J'ai la pression et je vais essayer d'être aussi succinct que Gisèle. Alors, la mise à jour du tableau d'emploi, alors c'est une présentation pour avis. Alors, son objectif est de mettre en adéquation les besoins et les ressources humaines de la collectivité de Vertou. Le tableau des emplois nécessite que soient opérés des ajustements que je vais vous présenter. Alors, nous avons... on va avancer. Non, il y avait juste ça. Pardon. Oui, très bien. Donc, ce que vous devez retenir, nous avons 17 créations d'emplois permanents et les postes laissés vacants seront supprimés après avis du comité social territorial. Merci. Vous avez l'ensemble des créations dans la délibération. Je souhaite la bienvenue à Nicolas Van Kamerbeek. Et pas de mauvais esprit, chers collègues, s'il vous plaît. Et y a-t-il des questions sur cette délibération? Pardon. Pas de questions, pas d'opposition. Je vous remercie. C'est donc adopté. Et je laisse la parole pour la dernière délibération, mais qui n'appelle pas de vote particulièrement, mais qui est importante parce que c'est l'image de la collectivité à l'instant T sur le rapport social unique 2022. Et donc, je te laisse la parole, Christian. Merci, monsieur le maire. Donc, en introduction à ma présentation, alors, le rapport social unique, acronyme RSU, succède au bilan social. Il s'agit d'une base de données qui présente un état des lieux et surtout les tendances en matière de ressources humaines de la collectivité. Ce rapport est produit annuellement et il a vocation à donner lieu à un débat au comité social en vue de définir des orientations sur le volet RH et à alimenter ainsi les grandes lignes directrices en termes de gestion. En complément d'information, le rapport in extenso et la synthèse qui ont été jointes à la convocation ont été présentés au CST le 30 novembre 2022. En conséquence, je ne vais pas reprendre tous les items. Cependant, je souhaite mettre en lumière 4 indicateurs qui me semblaient et qui nous semblaient importants à vous présenter ce soir. Alors, le premier concerne les effectifs. Nous comptabilisons à ce jour 457 employés au sein de la collectivité. Alors, à ce jour, c'est plutôt au 31/12/2022. Répartis de la façon suivante, 340 fonctionnaires, soit 74%, 95 contractuels permanents, représentant 21%, et 22 contractuels non permanents, qui représentent 5% des effectifs. À souligner que nous n'avons aucun contractuel permanent en CDI. Le deuxième... en 2022. En 2022. Ah, oui. Oui, je fais un arrêt sur image en 2022. Merci d'apporter cette précision. Le deuxième indicateur concerne la pyramide des âges. Donc, en moyenne, les agents avaient, en 2022, 44 ans. Donc, 35% des agents avaient plus de 50 ans. Nous voyons la répartition, donc c'est la première ligne. 11% étaient représentés par des hommes et 24% par des femmes. 53% avaient entre 30 et 49 ans, représentés à hauteur de 18% par des hommes et 35% par des femmes.
Et enfin, 12% avaient moins de 30 ans, 5% représentés par des hommes et 7% par des femmes. Donc ce que nous pouvons dire, donc plus de la moitié des agents a entre 30 et 49 ans. Les femmes représentent 66% des agents, enfin représentaient, pardon. Néanmoins, lorsque nous regardons les tranches d'âge, et nous pouvons voir que plus nous nous rapprochons plus nous rajeunissons donc notre population, plus nous arrivons à cette parité hommes-femmes, puisqu'on le voit bien donc pour les moins de 30 ans. Donc il y a juste 2 points qui diffèrent entre les hommes et les femmes. Le troisième point que je voulais mettre en avant concerne les mouvements. Alors cet indicateur est le reflet de la politique volontariste qui est conduite par la ville pour déprécariser les emplois. Donc nous le voyons, 33% des contractuels ont été recrutés sur des emplois permanents. Pour compléter, concernant les départs, 85% sont principalement liés à des fins de contrat, des contrats en CDD. 5% étaient liés à des mutations et seulement 3%, donc c'est important de le souligner, étaient liés à des démissions. Nous pouvons en conclure qu'il y a un faible taux de rotation au sein de notre collectivité. Et le dernier point que je voulais mettre en avant concerne l'item de la formation. Donc, ça nous permet d'accompagner l'évolution des compétences des agents par des journées de formation. Nous comptabilisons 954 jours de formation suivis par les agents sur les emplois permanents, toujours sur l'exercice 2022. Donc la répartition, nous retrouvons donc 22% sur la catégorie A, 24% catégorie B et 54% sur la catégorie C. Et pour aller un tout petit peu plus loin dans la présentation, ça représente plus de 2,5 jours de formation par agent présent. Donc voilà ce que je voulais mettre en avant lors de cette présentation. Donc je vous remercie pour votre attention. Merci. Puis vous avez effectivement l'ensemble de la synthèse adossée à la délibération pour ceux qui voudraient regarder tous les chiffres. Y a-t-il des questions sur ce rapport social unique, si tant est que nous puissions répondre en l'absence de Gisèle Coyac, mais on essaiera. Voilà, sans doute pas aussi bien, mais on essaiera. Pas de questions particulières. On n'a pas de vote à avoir puisque nous prenons acte de la présentation du rapport social unique. Il y a eu un vote néanmoins sur ce rapport social unique. Je me dois de vous le préciser puisque en comité social territorial, nous devons avoir un vote et il y a eu un avis favorable à l'unanimité des 2 collèges. Voilà. Eh bien, écoutez, et puis alors, je retiens un seul chiffre de toute ta présentation, mon cher Christian, c'est 44. La moyenne d'âge, évidemment, 44 ans. Mais quoi de mieux pour une ville placée en Loire-Atlantique, dans notre beau département. Je vous remercie pour votre attention. Nous avons épuisé l'ordre du jour du Conseil municipal, un petit conseil. Nous n'avons pas de questions orales, donc je vais pouvoir libérer tout le monde en vous prévenant d'ores et déjà que sans doute le Conseil d'avril sera un tout petit peu plus long, donc ne prévoyez pas d'apéro trop rapidement après le Conseil d'avril, vous risquez d'arriver en retard. Voilà, je vous souhaite une belle soirée à toutes et tous.